Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dossier X. Pour ce nouveau numéro, je vais vous faire découvrir une histoire assez fantastique, celle d'un homme, d'un Écossais, Gary McKinnon. Il a été accusé d'avoir piraté et d'être le plus grand pirate de tous les temps. Ce jeune Écossais, atteint du syndrome d'Asperger, va s'infiltrer dans les départements les plus pointus du gouvernement américain, la NASA, le Pentagone et bien d'autres. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir ce qu'il a découvert, qui il était, ce qu'il risque et les questions que ces découvertes vont soulever. Allez, générique. Qui est Gary McKinnon? Gary McKinnon, c'est un jeune Écossais qui habite dans une famille traditionnelle. Il est très tôt diagnostiqué Asperger, donc c'est une forme d'autisme, et il va être totalement, depuis sa tendre enfance, fasciné par l'astronomie, par les objets volants non identifiés. Globalement, tout ce qui touche au ciel, tout ce qui touche à l'espace, va l'intriguer profondément. Très rapidement, à cause du syndrome d'Asperger, il est mis de côté en société, à l'école, et se retrouve globalement dans sa chambre. Ses parents diront qu'il ne souhaite pas vraiment sortir, qu'il ne profite pas vraiment des autres, mais ce temps-là, il va le passer, il va consacrer une grande partie de son temps à lire et à découvrir l'espace à travers la science-fiction, la fiction, mais aussi les travaux et les recherches de l'époque. Gary McKinnon a aussi des énormes capacités musicales. Il reproduit très facilement certaines musiques des symphonies de Beethoven, notamment, sa maman en témoignera, au piano. Le garçon a cette faculté qui est probablement liée à son syndrome d'Asperger, qui le met, comme je disais tout à l'heure, à l'écart, mais aussi qui développe chez lui des capacités que d'autres n'ont pas forcément. Quelques années plus tard, Gary McKinnon s'intéresse aussi à la programmation. Il a cette faculté, cette capacité, cette facilité à comprendre les chiffres, les mathématiques. Il lui faudra que peu de temps pour craquer ses premiers jeux vidéo, notamment sur Atari. Quelques années plus tard, en 1980, s'intéressant toujours à la programmation, Gary McKinnon découvre un livre qui s'appelle The Hacker's Handbook, qui va justement lui permettre d'aller encore plus loin dans la compréhension du code. S'intéressant toujours au phénomène OVNI, il va rejoindre aussi une association britannique qui s'intéresse à ce sujet depuis de nombreuses années. Ce qui est assez déroutant, lorsque je faisais mes recherches sur qui il était, j'épluchais un petit peu les interviews, notamment britanniques, parce que globalement, c'est l'Angleterre qui a chapeauté le cas Gary McKinnon, malgré qu'il soit écossais. Ce qui est assez déroutant, c'est la façon dont la presse, du moins au départ, les premières années, a traité Gary McKinnon. On avait l'impression que c'était un mec au chômage, que c'était un mec sans ambition, que c'était un mec un bon à rien. Et en fait, on l'a vite catalogué comme le vrai profil type du hackers. Et ce qui m'a vraiment choqué, et ceux qui me suivent un petit peu sur la chaîne savent que un petit peu le syndrome d'Asperger me touche. Et on voit bien, à travers les premières interviews, les premiers procès-verbaux qui ont pu être faits à son encontre, que sa maladie n'est pas mentionnée. Il va falloir que des spécialistes du domaine s'intéressent vraiment à son cas pour faire reconnaître son syndrome. Quelques années plus tard, il deviendra un petit peu aussi, entre guillemets, l'égérie des Asperger en Angleterre. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que moi, dans mes recherches, m'a un petit peu dérouté, et j'ai trouvé que justement, qu'on n'était pas dans quelque chose d'objectif. Les questions n'étaient pas objectives autour de sa personnalité, son profil journalistique n'était pas objectif,
et on a trop peu mentionné le fait qu'il était Asperger. Cas extrêmement intéressant, depuis les années 80, Gary McKinnon s'intéresse toujours au sujet OVNI, mais c'est une passion, c'est quelque chose, bon, même s'il partage du temps dans une association, ça reste une passion, ça reste un intérêt, mais ça reste pas son intérêt premier. Et c'est seulement en 2000, après le National Press Club de Washington, géré par le docteur Stephen Greer, que Gary McKinnon va avoir une sorte de révélation et de se dire, tiens, c'est quand même assez extraordinaire que toutes ces personnes extrêmement haut placées, anciens fonctionnaires, hauts fonctionnaires, militaires, aviation, psychologues, bref, il y a tout un énorme panel de personnel très qualifiés qui apparaissent au National Press Club. Et Gary McKinnon va commencer à éplucher qui sont ces gens-là et va globalement utiliser ses capacités de programmeur pour essayer de découvrir ce que cache le gouvernement américain. Alors, quand on s'intéresse un petit peu à son cas, il y a quelque chose qui est assez fantastique, c'est qu'il y a quelque chose de très enfantin chez Gary McKinnon. On ne sent pas que c'est l'espion, on ne sent pas que c'est le personnage qui veut faire capoter le gouvernement, c'est pas le gars qui veut mettre en branle l'État. C'est simplement un garçon qui, à travers sa personnalité, veut comprendre si le gouvernement cache quelque chose sur les ovnis. Ça reste quelque chose d'assez enfantin quand on entend parler. Je pense que c'est dû aussi à son syndrome d'Asperger qui le conditionne à vouloir répondre à une question par une réponse A, B, C ou D, peu importe, mais il veut simplement répondre aux questions qu'il se pose. Continuant son cheminement dans la programmation, il commence à globalement bien maîtriser le Perl. Le Perl est un langage de code qui va lui permettre à Gary McKinnon de développer ses propres modules, ses propres systèmes de hack. Alors, je vais essayer de vous la faire assez simple, mais globalement, comment il s'y est pris pour aller hacker les ordinateurs du gouvernement américain? Et pas que, hein, Pentagone, NASA, NSA, FBI, CIA, bref, globalement, tous y sont passés. Il explique qu'il a développé des petits logiciels qui s'appellent des remote control ou des remote distance, qui sont de base, c'est-à-dire il prend le contrôle de votre ordinateur à distance. Donc il utilise l'IP d'un ordinateur qui n'est pas utilisé, donc c'était souvent la nuit et les gens n'utilisaient pas de password sur leurs ordinateurs à l'autre bout du monde, donc notamment aux États-Unis. Certains avaient des passwords, d'autres n'en avaient pas, et il utilisait ceux qui n'avaient pas de password, c'était plus facile pour rentrer. Donc il a installé ce logiciel à distance, prenez le contrôle de la souris de l'ordinateur à distance, donc je pense que vous avez déjà vu ça, ça existe par exemple quand vous faites un certain SAV, et bon bref, ce genre de choses existe de façon très courante, mais bon, à l'époque, le gouvernement américain est peut-être globalement pas super au fait de la protection, de comment protéger ses ordinateurs, et des fois c'est les choses les plus simples qui fonctionnent. Et Gary McKinnon, en l'occurrence, va utiliser des choses très très simples et prendre le contrôle des ordinateurs du Pentagone, de la NASA, du Johnson Space Center, bref, de tout un ensemble de lieux très sensibles, et il va rechercher deux choses. Il va rechercher l'existence de programmes secrets sur les objets volants non identifiés à travers le gouvernement américain, et puis sur la technologie qui en découle. Voilà les deux choses qui l'intéressent, il ne va pas s'attarder sur autre chose. Ce qui est assez déroutant, c'est qu'il n'a pas trouvé grand-chose dans l'absolu. Il a trouvé certains éléments assez forts, mais on peut se dire qu'après toutes ces années et toutes ces heures, il aurait pu trouver énormément de choses. Ce qui n'est pas le cas. Globalement, le système américain est, à mon sens, probablement très bien protégé. Et comme il l'explique, il faut aussi qu'il connaisse les endroits où chercher. Et là, en l'occurrence, il va chercher dans des endroits très précis. Et notamment au NASA Johnson Space Center, dans le bâtiment 8. Pourquoi le bâtiment 8? Durant le National Press Club, organisé à Washington par le docteur Stephen Greer, il y a une dame qui est une employée de la NASA qui s'appelle Donna Hare, qui travaille à la NASA et qui a un job très particulier, qui bosse justement au NASA Johnson Space Center. Et sa déclaration au National Press Club va éveiller la curiosité de Gary McKinnon et il va essayer d'en savoir plus. Thank you, Carl. Good morning, everyone. My name is Donna Hare, and I worked at Philco Ford Aerospace from 1967 to 1981. During that time, I was a design illustrator,
draftsman. I did the launch slides and landing slides, and also projection plotting boards, lunar maps for NASA. We were a contractor, but most of the time I worked on site, excuse me, in Building 8. I had the opportunity to do extra work during downtime, which was between missions, and I walked into a photo lab, which was the NASA lab across the hallway. I had a secret clearance, which is not that high, but I was able to go into restricted areas, which this was. At the time, I was talking to one of the techs in there, and he drew my attention to a photograph, a NASA photograph. It had a dot on it, and I said, "What is that?" Well, he drew my attention to it, and I said, "Is that a dot on the emulsion?" And he said, and he's smiling, and he has his hands crossed, and he said, "Round dots on the emulsion don't leave round shadows on the ground." And this was an aerial photograph of the Earth, I'm assuming the Earth, because it had pine trees on it, and the shadows of the craft, or whatever it was, were in the same angle as the trees. And by its very nature, UFO, and I wanted to clarify that to a gentleman that was talking to me, means unidentified, so I did not know what this was. But I realized at this point that it's very secret, that it was kept secret, because I asked him, "What are you going to do with this piece of information?" And he said, "We always airbrush these out before we sell them to the public." So they're pesky little creatures appearing on this photograph they wanted to get rid of. After that, I decided I would ask questions to other people that work there, and I found that I had to ask them away from the site and not on site. Another incident, I knew someone in quarantine with the Apollo astronauts. He told me that the Apollo astronauts saw craft on the moon when we landed, and that is what he told me. And he also was afraid, he said that the astronauts are told to keep this quiet. They're not allowed to talk about it. I'm willing to testify before Congress that what I'm saying is true. Il va tomber lors de ces veillées nocturnes, de ces actes nocturnes, sur une image en énorme qualité. Il dira d'ailleurs que c'est très problématique, il n'aura pas pu la télécharger. Remettez-vous dans le contexte, on est en 2000, les connexions sont quand même super basses. Mais la photo, la résolution de la photo est si énorme qu'il ne peut pas la télécharger. Et il voit un objet volant non identifié, assez gros, en orbite autour de la Terre. Alors, ça paraît totalement saugrenu, totalement fou, mais ces dires sont aussi globalement collaborés par Dossier X. Il raconte aussi que tout semble très compartimenté, que d'un département à un autre, les gens ne savent vraiment pas ce que l'un et l'autre font. Ça me fait penser d'ailleurs aux déclarations qu'avait fait Luis Elizondo au début d'année. C'est qu'il n'y a pas vraiment de synergie entre tous les groupes au sein d'un département, notamment le DoD, le département de la Défense, ou la NASA en l'occurrence. C'est globalement pour contraindre, garder le secret, c'est pour mieux séparer les choses et rendre la tâche des chercheurs de vérité, des hackers et autres personnalités qui s'intéressent à ce sujet-là plus complexe, vu que tout est compartimenté avec des systèmes de sécurité, des systèmes d'accès, de clearance, ça rend les choses très compliquées. Une chose est sûre, c'est que les déclarations de Van Braun sur son lit de mort ont résonné dans le National Press Club, ont résonné à travers la sphère qui s'intéresse au sujet OVNI, mais aussi au secret militaire. Est-ce qu'il est envisageable que le gouvernement américain ait un tel plan afin de diriger globalement les pays, diriger les gouvernements de la planète? Quand on regarde un petit peu le passé depuis 70-80 ans, comment les États américains, à travers la CIA depuis les années 50 et le plan Marshall, ont réussi à mettre la main mise globalement sur l'Europe, il est absolument envisageable, je dirais, d'imaginer qu'un tel programme puisse se mettre en place. Vous savez, quand il y a des terroristes, en fait, tous les gouvernements se mettent les uns avec les autres pour aller menacer et détruire les réseaux terroristes, c'est-à-dire créer un ennemi identifiable public. On a fait la même chose avec le socialisme, le communisme dans les années 50, la guerre des communistes, il ne faut pas oublier qu'on les pendait et qu'on les exécutait. Et ça, c'est toujours dans un souci de domination. Et l'agence gouvernementale qui est la CIA a vraiment toutes les capacités, mais ça, on l'a déjà abordé, et puis on le abordera plus tard, bien évidemment, a toutes les capacités pour pouvoir gérer ce genre de choses. Est-ce que Gary McKinnon a découvert plus
que ce qu'il nous raconte avec cette liste d'agents non terrestres qui seraient dans des vaisseaux américains, des ISSS. Est-ce que c'est envisageable? Il est fort probable. Si on accumule les déclarations de Van Braun, si on accumule les déclarations de différents pilotes, différents agents gouvernement américains qui ont révélé ce genre de contenu, mais aussi les déclarations récentes de Luis Elizondo, l'ancien du département de la Défense, qui s'est affiché au New York Times en décembre 2017 avec des révélations qui sont quand même assez costauds, c'est-à-dire il annonce quand même globalement « We may not be alone ». Il semblerait que nous ne soyons pas seuls. Ce qui était une évidence quand on regarde du nombre de planètes, de galaxies qui existent dans cet univers, mais ça a toujours posé un problème à la science d'imaginer qu'ils puissent venir nous visiter. Il semblerait qu'au final, nous ne soyons pas tout à fait si loin de la fiction de nos grands-parents, mais plutôt dans une vraie réalité d'échange entre différentes planètes proches du système planétaire de notre Terre. Good morning. My name is Carol Rosen. In 1974, after being a sixth grade school teacher, I was introduced to the late Dr. Wernher von Braun in the U.S., the father of rocketry. In my first meeting with him, during that first 3.5 hours, he said to me, Carol, you will stop the weaponization of space. And I said, you know, teachers don't stop until June. He said, no, you have to understand, this is February. And we have to prevent the weaponization of space because there is a lie being told to everyone that the weaponization of space is now first being based upon the evil empire, the Russians. There are many enemies, he said, against whom we're going to build this space-based weapon system, the first of whom was the Russians, which was existing at that time. Then there would be terrorists. Then there would be third world countries. Now we call them rogue nations or nations of concern. Then there would be asteroids. And then he would repeat to me over and over, and the last card, the last card, the last card would be the extraterrestrial threat. Well, at the time, I kind of laughed when he said asteroids, and when he said extraterrestrials, I knew I wasn't going to deal with that subject. And now we hear on the news just today, this week, that they've slid in another enemy. Only this time we're going to protect our satellites. In other words, we have to have some reason to spend these trillions, to waste these dollars on a space-based weapon system, and they're all lies. This is a system, he told me, that would never protect anyone. Even back then, he talked about suitcase bombs. He talked about chemical, viral, bacterial, biological warfare, that these space-based weapons would never protect us against. And then he told me that, in fact, if you travel around the world, which I did after he died in 1977, I met with people in over 100 countries who were friends. They didn't want to build space-based weapons. I became a space and missile defense consultant. And I worked with people around the world. I became an advisor to the People's Republic of China. They don't want to build a space-based weapon system. And he told me back then that they didn't. He said, go to Russia. They're considered to be the enemy. I got on a plane by myself. When I got to Russia, I had a list of people that I had read out of the newspaper. Chernenko was in office then. He was the only one I didn't get a chance to meet. They introduced me to everyone when I got there. And when I got back, I said, oh my Lord, this man is telling the truth. There is no threat. And I've been waiting until this day for 27 years, and I'm expecting the spin to happen, because he also explained to me that as a military strategist, as a person who worked on the MX missile, which I did later, he said, you will find that there is going to be a spin to find some enemy against whom we have to build space-based weapons. And now we should expect the spin, because he said part of the formula for the intelligence community is if they might have a weapon, then we have to consider that they do have these weapons. So now they do have these weapons, so now we have to build these weapon systems. And that's the formula, except that it's all based on a lie. And we have witnesses here today that have shown you that these extraterrestrial beings, that these craft that have come here are now not UFOs, they're identified flying objects, and we know that they have beings in them. And we have witnesses here who have told you that they can shut down our missile silos, they can stop a rocket going into space that's a test.
We have witnesses here who have worked in the classified departments who have the courage to come forward here to support what Wernher von Braun told me back in 1974 to 77. And I will testify before the Congress that when I founded the Institute for Security and Cooperation in Outer Space, which I shut down a few years ago because I didn't believe we had a chance with this huge, integrated around the world, complex weapon system, that we had any chance at all of transforming that war industry into a space industry that could provide benefits, like Dr. Greer has said, of global warming. We can end that situation of that problem. We can end the energy crisis. We can build now non-polluting technologies. Wernher von Braun used to tell me that we could have cars back then that drove around off the ground. He described this to me on beams so that we have no pollution on this planet. And we can solve the problems of the people that are urgent and potential, and the other animals and the other cultures on Earth and in space. And we can end the arms race without dislocating the industry jobs, without disrupting the economy, by transforming, Wernher von Braun told me, the war industry into a global cooperative space industry that will provide, he said, finally, more jobs and profits on this planet than during any hot or cold wartime, more products and services that can be applied directly to solving the problems of this planet. And we can have a whole planet now that lives in peace on Earth, with all the cultures on Earth and with all the extraterrestrial cultures in space. And these are words that Wernher von Braun told me in 1974, and I will testify before the Congress under oath about everything I have said and more. Thank you. Depuis, Gary McKinnon a été acquitté. De nombreux spécialistes de l'autisme ont étudié son cas, ont réussi à démontrer qu'il était bien atteint du syndrome de autisme Asperger et qu'il ne pouvait pas, en aucun cas, être rapatrié aux États-Unis, notamment dans la fameuse prison de Guantanamo, celle qui l'attendait, et pour une peine de prison, comme je l'expliquais, de 70 ans. Le gouvernement britannique n'a pas cédé à protéger son résident et l'a assigné à rester sur le territoire. Aujourd'hui, Gary McKinnon est un homme libre. Il est évident qu'il n'a pas révélé tous ses secrets. Il le laissera sous-entendre. Il y a certaines choses qui probablement mettraient sa vie en danger. Les agents américains ont-ils tenté d'exfiltrer Gary McKinnon? On n'en sait pas plus. L'homme n'a donné qu'une seule interview depuis son procès et est relativement peu bavard. Here with Gary McKinnon, and we're here to talk about his possible extradition to the United States for some hacking that he's done, and some investigation he's also done on the part of UFOs and disclosure. So Gary, maybe you can tell me what it is that the U.S. government is really sort of on about in regard to you and your perspective on it. The main thing that concerns me, I've made full and frank admissions all the way down to police interviews that yes, I did obtain unauthorized access to these systems. But they're piling on these ridiculous damage claims. And I've since found out that for it to be worth a year in prison in America for an extradition case, it has to be worth at least $5,000 damage because it comes under cybercrime. So, as if by magic, lo and behold, every machine I was on, I'm accused of causing exactly $5,000 worth of damage to. So it's patently untrue. And in my opinion, and the opinion of others more well-informed than me, the pressure they're bringing to bear has more to do with where I've been and what I may have seen. Exactly what were you looking for when you were doing this? At first, I was looking for anything to do with UFOs. As I got more into the subject and listened to more serious talk and discussion about the subject, and was introduced to the Disclosure Project, and realised that there were 400 witness testimonials from people that had worked from everything in civilian air traffic control up to military radar operators, right up to men and women in charge of whether or not to launch nuclear missiles. I thought these are surely credible people.
and the whole suppressed technology thing of it, which kind of grabbed my humanitarian side. I thought, crikey, we're having wars over oil, you know, we're burning fossil fuels, polluting the environment. We have old age pensioners dying in Britain because they can't afford to heat themselves because the fuel bills are so high. So I thought, why on earth is this technology being sat on? I can see perhaps some of the arguments that may be forwarded, you know, what if terrorists had free energy, or terrorists had anti-gravity, or, you know, what if terrorists had guns? Everything's dual use. Sure. Yeah, if you protect it, make it tamper-proof, anything, but just get it out to the public, because surely everyone should have it. Doubt. About free energy and anti-gravity, unfortunately, nothing at all. But the UFO thing, as far as I'm concerned, it may sound circumstantial to some, but as far as I'm concerned, it's proven. As part of the disclosure project, there was Donna Hare, a NASA photographic scientist, who had up to secret clearance, was in Building 8 of Johnson Space Center, she says in her testimony, and that one of her colleagues was doing some photographic work, invited her over to look at it, and she saw high-res satellite imagery, maybe half a K above the treetops. I think it was like a white disc, and she at first thought, oh, it's a blob in the emulsion, you know, some kind of fault with the photographic process. And he said, well, look, you know, blobs in the emulsion don't have perfectly formed shadows going in the same direction as the trees, etc., etc. All the detail was there. And she basically was saying that they had this whole place in Building 8 for airbrushing out UFOs on a regular basis, because they then, you know, sell on their imagery to universities and the like. And having been all over other NASA installations already, I assumed the blank password scanning method would work the same in Johnson Space Center, and it did. Once I was in there, I used various network commands to strip out the machines that were in Building 8, and got onto those. And the very first one I was on literally had what she said. I can't remember if it was filtered and raw, processed and unprocessed, but there was definitely folders whereby there was a transformation in the data taking place between one and the other. These folders were full of images in a proprietary NASA format, or in a format I'd never seen before, no JPEGs or GIFs. Huh. They're also 200 to 300 megabytes in size, and being on a 56K dial-up modem, there's no way I was going to download it. It's like 5 minutes per megabyte. So what I did, the remote control program that gives you graphical control of the machine, turned the resolution right down, turned it down to I think 4-bit color. And then on the desktop of the NAS machine, navigated to the folder, double-clicked on the first image. The application launches, the image comes up on the screen, but it's still very, very slow. And what I saw, I was hoping to see exactly what she was describing, you know, saucers and very definite imagery. And what instead I saw was, I assume was the Earth. This was in sort of shades of grey, but you had the Earth's hemisphere, I think about 2/3 of the screen. And then halfway between the top of the hemisphere and the bottom of the picture, there was a classic sort of cigar-shaped object, but with, you know, the sort of golf ball domes, geodetic domes, above, below, and this side, and I assume the other side as well, so to the left and the right as well, and with very slightly flattened cigar ends. No seams, no rivets, no sort of telemetry or antennae or anything like that, and it just had a feeling of not being man-made. There was none of the sort of signs of manufacture. So in essence, it was a craft, is what you're saying? Yeah, yeah. And when I first saw the top half of it, I thought, oh, well, like, you know, a boring satellite picture or something. But as more of the thing was revealed, it was obvious it wasn't like any satellite I'd ever seen. Wow. And I've been space mad since I was about 14, so I've seen lots of pictures of satellites. Okay, so you knew what you were looking at to some degree. Il est certain que Gary McKinnon est un hacker qui a eu beaucoup de chance, parce qu'il aurait pu effectivement risquer très gros, mais il est aussi triste de voir qu'il ne sera jamais reconnu comme Edward Snowden ou Julian Assange, qui sont globalement deux hackers très connus. Probablement vous les connaissez. Edward Snowden, il y a eu un film avec Joseph Gordon-Levitt. Julian Assange est quelqu'un d'extrêmement populaire grâce à la création de Wikileaks notamment. Qu'en est-il de Gary McKinnon? J'espère en tout cas que cette vidéo va vous donner un petit peu de sympathie, va aussi permettre de vous donner quelques pistes de réflexion sur le cas de Gary McKinnon, vous faire votre propre opinion, bien évidemment. Ne sous-estimez pas les recherches et les découvertes de Gary McKinnon, parce que je pense qu'on en entendra encore parler dans les prochaines années à venir. Comptez sur moi, en tout cas, pour continuer les prochains dossiers X, avec, je vous parlerai bien évidemment de qui est le docteur Steven Greer, que j'ai évoqué dans cette vidéo, mais aussi quel est ce programme spatial prénommé Solar Warden. Je vous en parlerai très rapidement
dans un prochain dossier X. D'ici là, bonne lecture, bon visionnage et surtout d'ici là, continuez à faire vos propres recherches, à vous faire une opinion, à en parler à vos amis, à vos proches. Et pour les plus courageux d'entre vous, n'hésitez pas à taguer les hommes politiques sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, en leur posant des questions. Quand est-ce qu'ils vont aborder le sujet OVNI avec sérieux et surtout de façon publique? Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau dossier X.